Attention, je pars du principe que vous avez tout vu et tout lu de Twin Peaks, donc je ne vais pas perdre trop de temps en description. Et bien sûr, cette vidéo sera truffée de spoilers majeurs. Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Comme vous avez dû le voir dans la vidéo de débrief du final qui fut réalisée à chaud la semaine dernière, j'ai adoré le final de Twin Peaks, qui m'a plutôt secoué. En tout cas, j'ai adoré vraiment l'épisode 18, avec l'apparition du troisième monde et le bref happy end pour la famille Jones. Le seul point noir de ce final et de la saison pour moi est le combat Bob versus Freddy. Même si le côté pulp des années 1950 était clairement assumé, je n'ai pas trop apprécié ce moment. De plus, j'aurais adoré que Cooper se déplace un peu plus classiquement, on va dire, à l'hôtel du Grand Nord, guidé par James et croisant peut-être Ben pour aller à la chaufferie, avec Diane et Gordon. Mais bon, la perfection n'est pas de ce monde. L'intérêt de ce final est que bien souvent chez David Lynch, il y a beaucoup de choses libres d'interprétation. Comme certains l'ont bien noté dans les commentaires de la vidéo précédente, ce double épisode fait aussi énormément penser au mythe d'Orphée, qui devait retrouver sa bien-aimée Eurydice dans les enfers et la ramener. Lors de leur remontée, Orphée avait l'interdiction faite par Hadès de se retourner pour voir si Eurydice le suivait. Malheureusement, celui-ci ne put tenir sa promesse et se retourna pour voir si elle était toujours là, ce qui la fit disparaître au même moment. Beaucoup de mystères du film trouvent leur résolution ou justification ici, 25 ans plus tard. Mais faisons le point sur ce que j'ai compris de ce final. Au-delà de Bob, des doppelgangers et autres esprits, le véritable antagoniste de Twin Peaks est Jodway, alias Jody, alias Mother, ou encore, possiblement, alias Babylon et Lilith, qui sont, comme nous l'avons vu dans mes vidéos précédentes, les figures mythologiques les plus proches de ce personnage. Dans l'épisode 17, Gordon Cole nous apprend que depuis des années, sans doute depuis le milieu de la saison 2, le Major Briggs avait identifié et fait la découverte de Judy, une entité malfaisante extrêmement puissante, qu'il fallait déjouer. Pour cela, Gordon, Briggs et Cooper avaient prévu un plan pour la débusquer. Nous ne savons pas quel était ce plan concrètement, mais nous pouvons imaginer que Cooper en suit les grandes lignes dans le final de la saison 3, à savoir confronter la Mother Jody avec l'orbe de bonté créé par le géant, et qui s'était matérialisé en Laura Palmer, comme ce qui nous a été montré dans l'épisode 8. À ce moment, nous pensions que le Fireman agissait ainsi pour contrecarrer Bob, mais en réalité, il s'agissait plutôt de court-circuiter la Dark Mother, car celle-ci déversait bien trop de démons suite à l'explosion atomique. Pour rappel, Babylon ou Lilith est la mère de tous les démons, Bob en étant un parmi d'autres, le père étant le mal dont sont capables les hommes, la bombe atomique en tête. Elle constitue une figure récurrente dans les rituels magico-religieux, dont l'écrivain Aleister Crowley était un fervent pratiquant, car elle représente un danger pour les femmes enceintes, et aussi pour les enfants, bref, pour le futur de l'humanité. Elle est également généralement associée à la lune noire, et aux créateurs de la nuit, comme le hibou ou la chouette. Le Philip Jeffries vu dans le film venait sans doute du futur, et avait déjà ses connaissances. Il en a informé Gordon, qui était alors incapable de comprendre à l'époque. C'est sans doute aussi pour cela que Jeffries pointait Cooper du doigt en sous-entendant que Cooper n'était pas lui-même. Sans doute faisait-il référence à Mr. C à ce moment. À moins qu'il ne parlait carrément de Richard, mais j'y reviendrai plus tard. Son enquête sur Judy l'a probablement amené à se métamorphoser pour une raison ou pour une autre par la suite. En tout cas, si le géant sait que c'est dans la maison, sous-entendu Judy est dans leur réalité, toujours est-il que Jeffries sait où est Mother précisément. Il sait que Judy est en réalité Sarah Palmer à ce moment. Pendant longtemps, je pensais que Sarah était possédée par une autre entité, mais le final met en lumière toute l'histoire de Judy, et amène forcément à la conclusion que Sarah égale Judy. Ce qui fait que la première scène que nous voyons dans le premier épisode de la saison 3 nous explique que Mother était déjà dans la maison, et que Judy commençait déjà son œuvre d'apocalypse et de destruction du monde. La question que nous pouvons alors nous poser est de savoir depuis combien de temps Sarah est possédée par Judy. En effet, si la fille du Nouveau-Mexique est Sarah, cela voudrait dire que l'orbe Laura aurait côtoyé Bob et à la fois Judy durant des années, ce qui n'aurait doublement pas de sens.
En effet, le mauvais Cooper et Bob cherchent à retrouver Mother pour s'allier à elle, ne refaire sans doute qu'un avec elle. Si l'hôte de Bob était marié à l'hôte de Jodie, qui serait déjà confronté à l'orbe de Laura, cela n'aurait pas trop de sens au vu de la saison 3 à mon avis. L'explication la plus logique serait alors que finalement, Sarah ne soit pas la jeune fille qui avale la bestiole dans l'épisode 8. À moins que Jodie ne possède Sarah que depuis peu de temps, ou alors que celle-ci était bien Sarah, depuis longtemps, mais endormie, comme en hibernation tout ce temps. Au moins jusqu'au dernier épisode de la saison 2 où Sarah parle à Briggs avec une voix étrange, disant qu'elle est dans la Black Lodge avec Cooper. Mais l'apogée de son pouvoir a sans doute lieu durant la saison 3, sans doute suite aux agissements de Mr. C, ce qui expliquerait les paroles du géant lorsqu'il dit que c'est dans la maison maintenant, ce dernier mot étant important. Bref, Sarah est sans doute possédée activement depuis peu, depuis que Mother est sortie de la boîte dans l'épisode 1. Sarah Palmer fut effectivement une bonne candidate pour recevoir cet esprit du fait de son état et de ce qui lui est arrivé. Son mari a quand même violé et tué sa fille, presque sous son nez. Mr. C et Bob auront tout fait pour retrouver Jodie, leur but ultime étant bien de la retrouver, comme disait Mr. C dans l'épisode 2. Sans doute pour retourner auprès d'elle, ne faire qu'un avec elle, sans doute pour ne plus retourner dans la Red Room aussi, et avoir plus de pouvoir. Pour accomplir ce sombre dessein, ils ont permis la construction du cube en verre pour l'attirer. Le cube en verre qui d'ailleurs ressemble beaucoup au premier prototype de télévision dans les années 1920. Mais si nous devions chercher une origine à cette sorte de technologie qui semble exister depuis Nixon, voire le livre de Mark Frost, nous pourrions dire qu'elle est sans doute liée à ce qu'on va appeler le cube de Saturne. Lilith est souvent associée à la planète Saturne par les astrologues. D'ailleurs, le glyphe symbolisant Saturne est l'inverse de celui de la lune noire, la croix de l'incarnation sur le croissant de l'âme. Les civilisations sémitiques faisaient allusion au dieu Saturne en tant que El. Cette déité suprême était représentée par un cube noir. Rappelons d'ailleurs que le cube noir réalisé par l'artiste kabbaliste Tony Rosenthal, nommé Alamo, officiellement par rapport au mythique fort, mais se trouvant finalement associé en réalité à Alamo Gordo, comme le lieu où fut effectué le premier test nucléaire de l'histoire. Tiens. Ce cube fut placé en 1967 à Manhattan. La symbolique mystique affirme souvent que le cercle est une forme naturelle, céleste et positive, alors que le cube est une forme terrestre, artificielle, de construction humaine et négative, comme peut l'être aussi une bombe atomique. Pour financer tout ça, Mr. C n'a pas dû avoir trop de mal à trouver les fonds vu ses activités, et se fit passer pour un milliardaire anonyme. Bref, le plan du cube n'ayant que trop peu marché, Mr. C s'est mis en quête d'un autre moyen. Alors que sa relation avec Jeffries comporte encore des zones d'ombre, le mauvais Cooper eut connaissance des informations et coordonnées du Major Briggs, sans doute en visitant le site internet de William Hastings, qui a rapporta son expérience de traversée dans la zone. Découverte que le proviseur de Buckhorn avait réalisée par hasard avec sa maîtresse Ruth Davenport. En tout cas, c'est ce qu'il nous apprenait lors de l'interrogatoire mené par Tammy dans l'épisode 9. Dans le final, Jodie, sans doute en pleine possession de ses moyens, sent ce qu'est en train de réaliser Cooper dans l'épisode 17. Elle sent que Cooper met son plan à exécution. Il part sauver Laura en retournant dans le passé, pour enrayer la chaîne des événements dramatiques qui ont découlé de sa mort, mais aussi pour faire se confronter Laura à sa mère possédée par la Mother Jodie. Cette dernière, ayant plus d'un tour dans son sac, ne s'en laissera pas compter. Elle utilise son pouvoir pour faire disparaître Laura de la réalité de Cooper. Ainsi, la Laura qui était morte dans le passé, et également celle du futur se trouvant dans la Black Lodge, qui disparaissait dans l'épisode 2 de la saison 3, disparaissait justement suite à ce qui arrive dans l'épisode 17. Tout simplement parce que les actes de Cooper ont changé la réalité et que Jodie en profite pour extirper Laura de sa réalité d'origine pour la placer dans une autre, dans le troisième monde. Donc, Jodie kidnappe Laura pour l'amener dans un autre univers. Dans l'épisode 2, lorsque Laura disparaît, le rideau se lève et nous montre le cheval blanc toujours associé à Sarah d'habitude. Ça, plus le fait que Carrie travaille au Jodie's Diner et qu'il y a un petit cheval chez elle, tout comme il y a un petit cheval devant le diner, nous sommes bien dans un des univers de Jodie, proche du nôtre. Peut-être son monde d'origine d'ailleurs. Il me semble donc évident que Laura est enlevée par Jodie dès l'épisode 2, qui se déroule au même moment que la fin de l'épisode 17. Juste après que Laura chuchote une information à l'oreille de Cooper, on entend un bruit. Elle hurle et est enlevée par Jodie, qui la met dans son univers. Dès ma première vidéo, je disais que l'intrus, c'est dans la maison dont parle le géant, pouvait être Mother, que l'on sait maintenant être Jodie.
En effet, dans l'épisode 3, avant que Cooper ne retrouve sa réalité, il se trouve dans un endroit très proche de celui où se trouve le géant, la zone pourpre, sans doute la White Lodge. Et Mother frappe à la porte et essaye d'entrer. Si cet endroit est bien la White Lodge, il y a fort à parier que celle-ci est sur le point de se faire envahir par les pires sentiments, par Mother, sans doute stimulé par les agissements de Bob et de Mr. C. Le géant essaye de protéger le feu, de l'empêcher d'être corrompu, que le monde tombe dans les ténèbres. Je me demandais alors si Mother venait d'un endroit hors des loges, et du monde des hommes. Venait-elle d'un troisième monde pouvant nuire aux deux premiers? Je disais à l'époque que si le troisième monde existait, il pourrait bien être notre propre réalité, car il n'y a que nous, téléspectateurs et notre monde, pour détruire les deux premiers. Le tout serait alors une véritable mise en abîme. Dale Cooper comprendrait alors qu'il est un personnage de fiction, qu'il vit dans un rêve. A priori, on dirait que cette théorie s'est avérée importante, même si imparfaite, car elle nous aide pourtant à naviguer dans les tréfonds des mystères de la série. Qu'avons-nous eu dans le final? Nous avons tout d'abord eu un Dale Cooper qui affirme que tout le monde vit dans un rêve. Il y a sans doute une prise de conscience de cette situation, même si elle n'est pas totalement exprimée. Nous avons eu effectivement un troisième monde dans lequel est projetée Laura Palmer en Carrie Page. Un monde totalement désenchanté, loin de l'univers coloré ou très sombre de la fiction Twin Peaks. Dans ce monde, tout est cru, banal et terriblement réaliste. Fini les stations à essence en forme d'image d'Épinal. On se retrouve dans un quotidien morne. Même Cooper, qui s'est détaché de sa joie de vivre, sans doute pour l'offrir à Jenny E et Sonny Jim, paraît froid et trop normal. Ce monde ressemble beaucoup au nôtre, à tel point que Alice Tremont, qui ouvre la porte dans la dernière scène, est en réalité la véritable propriétaire de la maison dans laquelle est tournée la série, pour être la maison des Palmer. Est-ce un indice qui signifie que nous sommes bien dans la réalité? En fait, oui et non. En effet, tout ceci indique bien qu'il y a un changement de monde, et que nous passons de l'exubérance d'un univers fictionnel à une réalité bien plus tangible et proche de nous. Mais ce n'est pas totalement notre réalité non plus. En effet, puisque Alice Tremont n'est pas son vrai nom en réalité, c'est Mary Reber. Le nom Tremont et Chalfant sont associés aux esprits qui s'incrustent dans les réalités, sous la forme d'une grand-mère et de son petit-fils. Nous les avions déjà évoqués avec Carlos dans les vidéos des pré-bilans. Sachant que le petit-fils ressemble d'ailleurs beaucoup à un David Lynch miniature. C'est un peu comme si celui-ci était une de ces puissances capables de faire le lien entre les trois mondes, et notamment le monde réel et la fiction, ou même sa fiction. Mais il n'y a pas que ça. Comme Sylvain Banneau, qui s'occupe des traductions en anglais de mes vidéos, me l'a dit, un autre indice n'est pas anodin. À Paris, il y a une rue Odessa, qui juxte la rue du départ. Et alors, me direz-vous? Figurez-vous que ces rues sont juste derrière la rue Montparnasse où se trouve l'atelier de Lynch à Paris, l'endroit même où Gordon regarde dans son rêve dans l'épisode 14. L'épisode 18 semble bien être donc un nouveau départ. Bref, si ce troisième monde ressemble terriblement au nôtre, il ne l'est pas pour autant. Il s'agirait d'une sorte de monde hybride, intermédiaire entre la réalité et la fiction. Comme s'il y avait beaucoup ou plusieurs couches successives de réalité, à la manière de poupées russes ou de films Inception par exemple. D'ailleurs, si ce monde paraît bien plus banal que celui que nous connaissons, il reste des choses un peu atypiques tout de même, comme le cadavre dans le salon de Carrie, qui ouvre la porte à Dale, genre « Ne fais pas attention au désordre, ah au fait, il y a un cadavre dans le salon, c'est rien, t'inquiète ». Lorsque Cooper et Diane traversent le passage au miles 430, le changement qui s'opère est lent. Diane, le motel et la voiture changent pendant la nuit, pendant que Cooper, devenu Richard, se réveille. Autre indice peut être laissé par les scénaristes après la citation de la chanson des Beatles qui mêlait rêve et réalité. Il y a la chanson Sunny Vista, interprétée par les époux Thompson, qui s'appellent Richard et Linda. La durée de la chanson est précisément de 4 minutes 30, et le début de la chanson dit ceci: dans Sunny Vista, tous vos rêves sont réalité. Comme pour signifier que Cooper, devenu Richard, est bien passé du rêve de la fiction à la dure réalité de Jodie. Nous pouvons imaginer que Jodie fait bien partie de notre monde à nous, qu'elle représente le mal dont est capable l'humanité, et qu'elle est un danger pour notre futur et celui de nos enfants, peu importe la forme qu'elle peut prendre. Lorsque nous créons une fiction, nous prenons fatalement une foule d'éléments réels pour asseoir le récit. À moins d'être dans un épisode de Rick et Morty, généralement dans une fiction il y a le soleil, la lune et tous les éléments de base de notre monde retranscrits dans une fiction. Une histoire n'invente pas tout de A à Z. De la même façon que dans Twin Peaks, il y a eu un Richard Nixon, l'histoire des États-Unis, etc., l'histoire du monde tel qu'on la connaît, et peut-être donc Judy, comme étant une entité du mal, ou Monica Bellucci, qui est aussi une sorte de divinité. Enfin, si on en croit Gordon Cole ou David Lynch, comme vous voulez. On peut dire ici que si David Lynch et Mark Frost n'ont pas cassé le 4e mur, en tout cas ils y ont posé une fenêtre. Bref, puisque le mal existe, il est raconté et donc traverse les différentes couches de réalité et fiction existantes. Cooper et Diane,
en aurait donc traversé une afin de retrouver Laura. Nous pourrions donc déjà imaginer que 4 couches de réalité sont existantes dans la série. En partant de la plus fictionnelle à la plus proche de la réalité, cela donnerait quelque chose comme le feuilleton Invitation to Love, que regardent les personnages dans la saison 1, puis la série que nous connaissons, ainsi que le film Twin Peaks, pour remonter jusqu'à ce que j'appelle le troisième monde, ce monde hybride entre la fiction et la réalité, pour déboucher jusqu'à notre réalité au final. Et ça s'arrête là, à moins que nous ne soyons également nous-mêmes les personnages de notre histoire, qui sait. Certains fans ont la théorie qui dit que Laura serait enlevée par la White Lodge et le géant à la fin de l'épisode 17. Que Sarah, agissant sous l'influence de Jodie, est furieuse à cause de la disparition de Laura dans sa réalité et essaye de briser son image. Mais la scène continue de se rembobiner et la photo reste invulnérable. Tout ceci étant un piège tendu par le géant à Jodie dans un univers de poche plutôt vide, créé par le Fireman à cet effet, pour l'attirer et faire exploser la charge émotionnelle que transporte Laura au fond d'elle, et qui ferait également exploser Jodie. Pour ceux qui veulent connaître le détail de cette théorie, je les invite à aller voir dans les commentaires. Mais je ne suis pas d'accord du tout avec cette théorie. En effet, lorsque le géant donne l'indication du bruit à Cooper, il semble l'associer à ce qui est dans la maison, comme si c'était une indication pour reconnaître Jodie. Du coup, pour moi, il est clair que la disparition de Laura est le fait de Jodie via ce son. De plus, si Laura était disponible dans la Black Lodge tout ce temps, endroit où le géant a également accès, pourquoi toute cette démarche seulement 25 ans après ? De plus, ça voudrait dire que Cooper ne travaille pas vraiment de concert avec le géant, et que ces deux-là auraient des plans chacun de leur côté, se gênant l'un l'autre, ce qui me semblerait bizarre. Je pense donc que le bruit est bien produit par Jodie. Et vu que la scène avec Sarah est justement à la suite du sauvetage de Cooper dans l'épisode 17, c'est que Jodie est bien à l'origine de ce revirement, la disparition de Laura. Suite à l'éclatement du cadre et au vu des gestes bizarres de Sarah sur la photo de reine du bal de Laura, qui ne semble pas s'abîmer, cela ressemble à une sorte de rituel étrange. Et c'est suite à cette scène que Laura disparaît de la réalité. Je pense donc que la vision la plus pertinente est celle que je vous ai exposée précédemment, car elle a du sens au vu du sous-texte que semblent nous livrer les scénaristes. Avec cette théorie du géant qui crée un univers de poche Odessa comme une sorte de piège, je ne vois pas quel serait le message exactement. De plus, je pense que lorsque Carrie se souvient être Laura, cela provoque un court-circuit entre les réalités, à la faveur ou plutôt à la défaveur de Jodie. La question reste ouverte, même si j'ai mon opinion. Et d'ailleurs, toute mon interprétation reste également ouverte, car comme le disait Carlos, si dans les 2 premières saisons tout le monde pouvait s'accorder sur la signification des événements, cette saison 3 offre beaucoup plus de possibilités, et il est impossible de savoir réellement ce qui est vrai, et c'est très bien ainsi finalement. Toujours est-il que si nous ne sommes pas d'accord sur la signification du déroulement du récit sur certains détails, comme l'origine du troisième monde et qui déplace Laura d'un univers à un autre, nous pouvons nous rejoindre sur certains éléments. Laura est une sorte d'arme chargée de tout le chagrin qu'elle a ressenti suite à ce qui lui est arrivé, Dell a besoin d'elle pour détruire Jodie, et que probablement la toute dernière scène montre le court-circuit que provoque Laura, ce qui pourrait détruire Jodie ou lui asséner un coup assez important. Mais surtout, je pense qu'on pourra tous s'accorder sur le principal message de cette saison 3. Je pense donc que le Fireman donne à Cooper des instructions qui devraient l'aider à atteindre le troisième monde, et l'aider dans sa mission dans le monde de Jodie, pour la défaire avec l'énergie que représente Laura. Comme si les idées véhiculées par la fiction qui est Twin Peaks et représentée par Laura allaient aider les téléspectateurs à se débarrasser de ce qu'il y a de mauvais dans notre réalité. Que la fiction, et l'art en général, peuvent nous aider à prendre conscience de ce qui ne va pas dans notre monde afin de ne plus être des téléspectateurs passifs et même des êtres passifs face au mal qui ronge le monde. Un message simple mais subtil et nuancé, sans pathos. Un message qui fait du téléspectateur le rêveur dont parlent Jeffries et Cooper. Nous sommes le rêveur et nous devons nous réveiller. Notre mission, comme celle de Dell Cooper, ne fait alors que commencer. Retrouver le monde enchanté de Twin Peaks, même si cela s'avère impossible, et il y a des fortes chances que la grande majorité des sous-intrigues laissées en plan soient des symptômes de la montée en puissance de Jodie sur Twin Peaks, et aussi sur notre monde. Comme si les angoisses des scénaristes avaient contaminé leur œuvre, qui, si elle était sombre également, était également aussi très positive, et où le mal était circonscrit à la seule ville de Twin Peaks et à ses bois. Ici, nous sentons bien que les ténèbres se déversent sur le monde entier, de notre réalité et donc aussi sur celui des fictions, que notre réalité peut créer par l'intermédiaire de Mark Frost et David Lynch.
Que le téléspectateur est autant forcé à se concentrer sur la saison 3 pour la saisir et se l'approprier est une façon pour les scénaristes de nous transformer en spectateurs actifs, voire en personnages de la fiction, comme pour mieux nous montrer que nous pouvons nous-mêmes être des acteurs de l'histoire, et de ne pas laisser le monde sombrer, ne pas le laisser à la Dark Mother. Comme l'a si bien dit Paco Thielman sur le groupe Facebook Something is Missing, la mise à mort des spectateurs passifs dans le premier épisode de la saison 3 est le symbole de ce que peut produire Jodie également dans notre réalité, si nous ne faisons pas preuve d'une extrême attention. La saison 3 est une sorte d'avertissement. Ce sous-texte est à peine dissimulé pour moi, et on pourrait fatalement penser que le discours complotiste de Jacobi, bien que fouillé et bancal, déverse bien une certaine vérité dans nos oreilles. Comme le dit Nadine, c'est peut-être bien le seul à nous dire ce qui est vrai, et peut-être que les scénaristes en pensent au moins la moitié. Certains fans ont lancé une pétition pour réclamer une saison 4. D'autres ont fait de même pour demander à ce que la saison 3 reste l'unique fin car jugée trop parfaite. Alors, quel serait l'intérêt au final d'une saison 4 ? Je ne sais pas car s'arrêter à la saison 3 serait tout à fait possible. L'histoire s'arrêtant à un point critique qui peut faire office de conclusion finalement. Mais comme je le disais dans la vidéo de débrief du final, cela dépendrait surtout des avis, des retours critiques et commerciaux de la saison 3, et de ce que souhaiteraient encore exprimer les créateurs de Twin Peaks. Alors, est-ce possible ? Personnellement, je pense que oui. Car comme je l'ai dit également, le quatrième mur, même s'il est devenu aussi épais qu'une feuille de papier, reste toujours là. Il y a donc encore un peu de marge pour avoir des choses à raconter. Et puis, les liens entre les intrigues principales et les intrigues secondaires, par exemple Billy, Red, Becky et Steven, Beverly, etc., sont assez étranges dans la saison 3. Ils sont nombreux. Et on dirait que tout ce qui se passe à Twin Peaks n'est pas intéressant, mis à part ce qui se passe au département du shérif. Il y a en effet beaucoup de sous-intrigues un peu hors sujet, laissées en plan. C'est un peu étrange, mais elles ont forcément une raison d'être. S'il y avait une saison 4 pour moi, ces sous-intrigues seraient la porte ouverte que se seraient laissés Frost et Lynch pour une potentielle saison 4, alors envisagée depuis le début. En effet, cette saison 4 se déroulerait alors peut-être dans un monde loin de la folie des 3 premières saisons, où tous les personnages de Twin Peaks seraient bien présents, mais tous totalement différents, bien plus réalistes. Du coup, Cooper, qui s'appellerait alors peut-être Richard, serait bien à Twin Peaks, mais tout y serait totalement différent. Et si ça se trouve, la ville de Twin Peaks même ne s'appellerait même plus ainsi. Cooper n'en finirait donc plus d'essayer de retourner à la ville qu'il connaît. Mais comme la saison 3 l'aura déjà montré, un retour en arrière, une reconcrétisation de l'objet d'une nostalgie ne peut jamais vraiment arriver. D'ailleurs, je n'ai pas parlé d'Audrey, mais c'est parce que je crois que dans la saison 3, Audrey semble déjà projetée dans l'intrigue de cette hypothétique saison 4. Par exemple, et si le fameux Billy qu'elle cherche tout ce temps était tout simplement Billy Zane par exemple, l'acteur qui jouait Justice Wheeler dans la saison 2. C'est un exemple de collusion entre la fiction et la réalité parmi d'autres. Après tout, il manque aussi une page manquante du journal de Laura, que nous n'avons toujours pas retrouvée. Qui sait ce qui s'y trouve ? Et peut-être que cette dimension très proche de la nôtre y diffuse une série télé, qui rappellerait les événements de Twin Peaks. Une série que le Major Briggs aurait pu regarder. Voir ce que j'en disais dans la vidéo sur l'épisode 9. Tout ceci pourrait donc prolonger et affiner le sous-texte des scénaristes. Il ne faut pas oublier que la saison 3 a été écrite 2 ou 3 ans avant l'ère Donald Trump. En voyant les tweets de Mark Frost, je suis sûr qu'ils ont encore beaucoup de choses à dire, surtout Frost en fait, car je pense qu'il sera peut-être même plus chaud pour une saison 4 que David Lynch du coup. Peut-être pour une vraie mini-série de genre 6 épisodes, ou alors un film comme certains l'imaginent, ou tout simplement la suite se fera dans nos imaginations. Et vous, souhaitez-vous vraiment une saison 4 ? Ce fut une saison 3 et un été magique en ce qui me concerne. Toutes ces théories que nous avons pu concocter dans nos cerveaux de fans fut un plaisir qui prolongea la vision même de la série. C'est ce qui en fait une œuvre si forte, une véritable œuvre d'art. Car une véritable œuvre d'art pose des questions et fait se poser des questions à celui qui la contemple, afin qu'il y trouve ses propres réponses, en complétant des réponses suggérées par les artistes eux-mêmes. Niveau théorie, celle de Richard Horne, le fils d'Audrey et Mr. C, fut vérifiée assez tôt, et confirmée dans l'épisode 16. L'idée que Wally, le fils de Lucy et Andy, serait mort fut heureusement non concrétisée.
Et ouf, j'ai visiblement mal compris ce que disait Jesse à propos des coups de feu qu'il avait entendus à la station de Ed. Il voulait dire qu'il avait entendu les tirs de là-bas, non pas qu'il y en avait également. Mais la théorie qui m'aura le plus accroché avec le troisième monde est celle de la lune noire. La lune noire qui a eu lieu le jour où les personnages vont au palais de Jack Rabbit. Car dans la réalité, il y a bien eu une lune noire dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, ce qui a pour effet d'ouvrir un passage entre les mondes, et permis à Naido de se retrouver dans la forêt de Twin Peaks. Même si cette idée qui fait partie du background du récit n'a été que très superficiellement abordée, je suis persuadé qu'elle fut une clé pour comprendre cette saison 3. En tout cas, c'est grâce à elle, grâce à cette théorie que j'ai pu décrypter certaines choses exprimées dans toutes mes vidéos. Pour moi, cette théorie et les autres qui se sont vérifiées sont la meilleure preuve que cette saison 3 est bien construite, et qu'il était possible de deviner des choses à partir des indices parsemés dans les épisodes. Rien n'était gratuit, et nous n'avons pas deviné les rebondissements à l'avance à cause des tics d'écriture des scénaristes. Pour ma part, je vais arrêter les vidéos ici, sauf si bien sûr il y a une saison 4 ou un film qui voit le jour. Vous aurez sans doute une vidéo d'épilogue en novembre pour faire suite au livre de Mark Frost, les dossiers finaux de Twin Peaks. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous en 2018 pour quelques vidéos sur The X-Files, la saison 11, où je reviendrai peut-être même sur la saison 10, et je reviendrai aussi peut-être pour vous parler de la série Star Trek Discovery qui commence sur Netflix dans quelques jours. Je vous invite également à suivre mon actualité, celle de ma bande dessinée, Bertrand Keftorian et la Zone 57. Sur ce, n'oubliez pas, les hiboux ne sont pas ce qu'ils semblent être.